Madame Milot, qu'est-ce que vous entendez, vous, par laïcité? Quand on veut parler de laïcité, vous avez envie de dire... En fait, c'est un concept politique d'abord. C'est une norme qui s'applique à l'État. C'est un État qui est libre d'élaborer des normes collectives sans être sous la tutelle d'un groupe religieux, d'une église, d'un groupe de conviction particulière. Donc, c'est ce qu'on appelle une séparation, une autonomie de l'État par rapport aux groupes de conviction, aux églises particulières. En ce sens, la laïcité est présente dans la plupart des pays démocratiques, parce que les États, pour assurer l'égalité des individus qui adhèrent à des convictions diverses, ont dû s'abstenir d'adhérer comme État à l'une ou l'autre de ces... Des religions qui sont en... Voilà. Alors, même si le terme n'est pas utilisé, il accompagne les processus démocratiques dans la plupart des pays du monde. En fait, quand on resitue un peu les débats sur la laïcité, on les ancre beaucoup et trop, à mon avis, dans le conflit français. La laïcité est entrée dans la Constitution mexicaine bien avant la France. Ah oui? Dans la laïcité turque bien avant celle de la France aussi. Alors donc, il y a des ancrages réels d'histoire de la laïcité dans d'autres pays avant celle de la France, mais peut-être à cause de notre langue, à cause aussi du lien qui nous unit à la France, et parce qu'à un certain moment donné de son histoire, la France a dû, ce que d'autres pays n'ont pas eu à faire nécessairement, a dû avoir un conflit frontal avec l'Église qui détenait beaucoup de pouvoir. Et c'est ce qu'elle a donné le plus à voir et c'est ce que nous avons retenu le plus. Ce qui est fascinant, c'est en 1904, au moment où on se préparait à prononcer la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. En France, on ne parlait pas encore de France laïque, c'était la séparation de l'Église et de l'État. Aristide Briand avait présenté une loi à l'Assemblée parlementaire, c'est-à-dire un projet de réflexion pour la loi, et il avait fait un peu le tour du monde, des pays. En 1904. En 1904, eu égard à leur état de laïcité. Et il considérait que les pays d'Amérique du Nord et même d'Amérique centrale, comme le Mexique, les États-Unis, le Canada, avaient une laïcité vraiment déjà atteinte, installée, que la France est un pays semi-laïque. Et Jules Ferry disait même que c'était le pays peut-être le plus laïque d'Europe, mais encore. Donc, si on dit c'est le pays le plus laïque d'Europe, c'est que les autres pays ont considéré qu'il y avait différents degrés de laïcité. Alors, c'est intéressant de revoir que même dans le débat français, à ce moment-là, il considérait l'ensemble des autres pays comme ayant des composantes laïques. Ce n'est pas un tout absolu et ce n'est pas nécessairement conflictuel. C'est ce que je veux suggérer. C'est intéressant ce que vous dites parce que, bon, moi, la Turquie, je me souviens d'Atatürk, 90 ans à peu près, qui donc décide que son pays prendra le chemin de la laïcité, même si sa population est à 99% musulmane et dorénavant. Mais dans le cas du Mexique, vous m'apprenez quelque chose qui me séduit. Je ne savais pas que le Mexique avait instauré, alors dans sa constitution... Dès le 19e siècle. Oui, c'est intéressant. Oui. Alors, et ce que ça nous dit aussi, c'est qu'une population peut être peu sécularisée, c'est-à-dire avoir encore des comportements qui s'inspirent de la religion, adhérer à des valeurs morales qui sont issues des traditions religieuses, comme en Turquie ou au Mexique, mais que l'État s'autonomise par rapport à la tutelle normative des religions lorsqu'il veut, comme je le disais au tout début, élaborer des normes collectives et respecter la liberté de conscience et de religion de tous ses citoyens. Mais je pense qu'il faut rappeler aussi que dans bien des pays dans le monde, mais la France était de ceux-là, quand on s'est élevé contre la religion, et c'était beaucoup s'élever contre la monarchie qui était de droit divin, et c'est contre ça d'abord qu'on a dit on va mettre un peu le haut là parce que on veut donner du pouvoir au peuple. Finalement, un des combats de la laïcité, est-ce que ça n'a pas été un combat citoyen d'équité entre les citoyens? Oui, d'où on fait souvent, on tire souvent l'origine du terme laïcité de son ancrage clérical, mais il y a un terme beaucoup plus ancien, beaucoup plus porteur à mon avis, qui sous-tend le phénomène de la laïcité, c'est le laos, c'est-à-dire le peuple.
Ah oui. Alors donc, la façon dont les spécialistes de la laïcité au Mexique décrivent d'ailleurs la laïcité dans leur pays, comme au Brésil ou dans d'autres pays, c'est un État qui tire sa légitimité, non plus des églises, mais qui tire sa légitimité du peuple. Mm-hmm. Alors, et ce peuple, nécessairement, est diversifié, est varié, même à toute époque. Donc, se pose immédiatement le problème de la non-discrimination et de la liberté de conscience et de religion. Alors, bien sûr que cela peut engendrer des conflits et tout, mais le cas français, c'est qu'il y a eu une Église dominante liée au pouvoir directement, ce qui n'a pas été le cas dans la plupart des pays, surtout pas au Canada. Parce qu'il faut distinguer la puissance sociale d'une Église de son pouvoir politique. De la hiérarchie qui est politique, tout près. Absolument. Disons parce que l'Église catholique n'avait pas de pouvoir politique au Québec après la conquête anglaise. Disons, pour faire simple, que Rome était plus près de la France que de Montréal ou de Rivière-du-Loup. Et les gouverneurs anglais le savaient bien. Et les gouverneurs anglais le savaient bien. Moi, j'aimerais vous entendre peut-être, je trouve, c'est intéressant, Madame Milou, ce que vous venez de dire, parce qu'au fond, on pourrait peut-être démêler des notions. Je pense que beaucoup de gens peuvent, à l'occasion, mêler le terme anticlérical, absence de religion, avec le terme de laïcité. La laïcité permet de croire en qui on veut et permet de ne pas croire si on veut. Mais au fond, la laïcité ne fait pas la chasse aux religions. Pas du tout. D'ailleurs, la laïcité, d'un point de vue philosophique, c'est ce qui rend possible la diversité des convictions et leur expression dans l'espace public. Parce qu'un État qui adopte une vision religieuse ou une vision morale particulière restreint nécessairement l'expression des autres points de vue à l'intérieur de la société. Alors, c'est ce qui rend possible l'expression de la diversité. Que dans certains cas, dans certaines situations historiques, il y ait eu une utilisation de la laïcité pour combattre la religion, c'est généralement dans un contexte très particulier, dans un contexte politique très particulier, où les tensions étaient aussi particulières et ne se transposent pas d'un point de vue national. Alors donc, à la fois d'un point de vue philosophique, à la fois d'un point de vue juridique et d'un point de vue politique, on ne peut pas accoler à la laïcité un point de vue anticlérical ni antireligieux. J'aimerais qu'on parle un peu des États-Unis, qui est souvent vu en principe comme une grande nation laïque, mais où, pourtant, fleurit un renouveau du religieux assez phénoménal. Alors, pour ce qui est des États-Unis, je pense que c'est la plus grande démocratie laïque qui existe. La plus grande démocratie laïque? Oui, la plus laïque, la plus radicalement laïque qui existe. Et pourtant, on a l'impression dans le grand public que ça marine dans une soupe religieuse. Oui, c'est parce que souvent on confond le lobby, la puissance sociale qu'ont les groupes religieux avec ce que capable de déterminer le politique et le juridique. Par exemple, les nombreux accommodements qu'il y a en France, parce que la France, il faut le dire, je sais pas si Christophe sera d'accord avec moi, c'est un État avec des cultes reconnus. Oui. C'est un État avec des cultes reconnus. Ce qui serait inadmissible aux États-Unis en vertu du premier amendement qui a été voté en 1791. Il y a des subventions qui sont accordées aux écoles privées en France. Ce qui, en vertu du premier amendement encore aux États-Unis, c'est inadmissible. Il y a des chèques, provisions pour les parents, pour une partie de la scolarité des enfants dans les écoles privées. Mais tous ces aménagements-là du religieux dans les institutions sont impossibles aux États-Unis en vertu du premier amendement de la Constitution. Pourquoi est-ce que l'école est à ce point ici, en partie, avec les signes religieux, mais à un moindre niveau, étant donné que les choses sont plus claires, mais pourquoi l'école est-elle de tout temps le lieu de bataille autour de la laïcité? Madame Milot. Pour deux raisons. Premièrement, parce que fondamentalement, c'est le creuset de la citoyenneté par excellence. C'est la principale instance de socialisation des citoyens. Même s'il y a d'autres lieux de socialisation, c'est celui qui s'applique à tous les jeunes citoyens.
Deuxièmement, c'est l'école, le lieu aussi d'arrachement par rapport aux normes et au tout homogène de la famille. Ah, Alors qu'il y ait des tensions entre ce que les parents, par exemple, vont attendre de l'école et ce que l'État va attendre de la formation des futurs citoyens, les tensions peuvent être résorbées au mieux possible, mais elles ne peuvent pas disparaître parce que, par définition, c'est un lieu d'arrachement de l'ancrage familial et de la socialisation à une identité qui est projetée vers l'avenir, c'est-à-dire celle de la citoyenneté.